Donc nous accueillons maintenant Laurent Lebon, que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Laurent a été de 2000 à 2010 conservateur au Musée d'Art Moderne au Centre Pompidou. Et puis, il a aussi été à la tête du Centre Pompidou-Metz de 2008 à 2014, où il a assumé le commissariat d'un certain nombre d'expositions. D'ailleurs, il a été commissaire d'une 50aine d'expositions. Et il est aujourd'hui, depuis juin 2014, président du Musée national Picasso à Paris. Alors, parmi les expositions dont il a assumé l'organisation, on peut citer un certain nombre de grandes expositions comme Dada au Centre Pompidou, Jeff Koons à Versailles, au Château de Versailles. Et il s'est aussi occupé de l'exposition dédiée à Pascal Cribier, Les racines ont des feuilles. Et vous voyez qu'il avait le don de trouver des titres assez énigmatique à la Fondation EDF en 2008. Et puis, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu l'exposition de 2017 aux Galeries nationales du Grand Palais, dédiée au jardin, où la présence de Pascal était effective tout à la fin. Je lui laisse la parole. Merci. Merci, chère Monique. Je vais reprendre les termes souvent prononcés ce matin, vite, 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 parce que je sens de la pression gastronomique, déjà, des quelques estomacs qui gargouillent. Et puis je pense que Pascal serait heureux qu'on se retrouve autour d'un repas. Quelques remerciements, parce que je crois que cette journée est aussi sous le signe de l'amitié. Alors évidemment, à nos amis du Louvre, Monica et Valentine et Emmanuel, parce que finalement, il n'y a pas tant de musées dans le monde qui s'intéressent au jardin, voilà, et encore moins qui ont une direction et qui accueillent des moments comme celui d'aujourd'hui. Des remerciements amicaux à Michel et Marc et toute cette association des amis. Et puis, on est dans une année de Coupe du Monde de football, paraît-il. Alors, je pense que Pascal devait détester le sport. Donc, je vais vous parler peut-être ce matin de quelques-unes de ces haines, voilà, ou de ces voilà, on va essayer de revenir là-dessus, parce qu'au fond, je crois que les images que je vais vous montrer, c'est l'antithèse de ce qu'on a vu ce matin, toutes ces merveilleuses images, puisque je crois qu'il détestait les musées, au fond. Mais donc, comme vous le savez, en football, et notamment la Coupe du Monde, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Peut-être pas cette année, on va voir. Mais alors, dans le monde de l'histoire de l'art des jardins, à la fin, vous le savez toujours, c'est toujours Hervé et Monique qui gagnent. Voilà. Donc, je vous propose de faire une salve d'applaudissements. On connaît leur personnalité et je crois que de temps en temps, il faut rappeler tout simplement qu'on ne serait pas là sans tous ces petits liens qui se créent entre nous, puisqu'au fond, ça pourrait être assez beau aussi, peut-être comme un système racinaire, de voir comment on a connu Pascal. Mais je pense que très rapidement, c'est la plus jeune d'entre nous, Monique, qui se penserait la figure tutélaire de toutes ces rencontres, et Hervé, en contrepoint, crée ce duo magique à qui la France des Jardins doit tant. Merci à vous deux. Voilà, je vous ai apporté quelques images ce matin, au fond, comme je vous le disais, de ce que détestait Pascal. Comme beaucoup de gens le savent, je ne connais pas grand-chose au monde des jardins et encore moins au monde de la botanique, mais ça m'intéresse parfois de défricher des moments et ça m'a toujours intéressé d'exposer le jardin puisqu'au fond, c'est une antithèse. Et je vous renvoie au magnifique texte de Monique dans le catalogue de l'exposition qu'elle avait l'amitié de rappeler tout à l'heure au Grand Palais, où en une vingtaine de pages, elle rappelle tout ce panorama de cet impossible moment qui est l'exposition du jardin, puisqu'au fond c'est une antithèse, une figure d'oxymore, peut-être, exposer le vivant, ça n'a pas de sens. Et Pascal, pendant 10 ans, je lui ai dit peut-être tous les jours, j'ai utilisé finalement sa technique, l'obsession. Tiens Pascal, ça serait peut-être pas mal un jour d'exposer. Et non, jamais, je déteste le musée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Puis vous savez, quand il vous regardait avec, comme ça a été remontré, ses yeux bleus perçants, bon, hop, on prenait un moment de saisissement, je dis écoute, je réessayerai le mois prochain. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, il a, entre guillemets, cédé. Je ne sais pas si vraiment il a cédé au fond, parce que peut-être qu'il avait une toute petite envie de faire, au fond, ce qu'il détestait le plus, mais qui lui permettait peut-être de mettre un tout petit peu d'ordre. On savait comment chez Pascal tout était magnifiquement ordonné. Au fond, tout était classé, trié, rangé, donc il n'y avait pas de problème. Mais peut-être que le moment de l'exposition et le moment de l'ouvrage, j'y reviendrai tout à l'heure, ont été peut-être
avec un grand collectif. Monique a rappelé tout à l'heure le rôle d'Hervé, mais dans ces moments d'exposition, en fait, c'est un moment collectif. On peut tenter peut-être parfois de redonner un petit peu de sens à des choses un peu dispersées. Voilà. Donc, je commence par la façade de l'espace Electra, Fondation EDF, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, au bout de l'impasse Récamier, qui, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, a arrêté son programme d'exposition lié à la nature, sans doute pour de très bonnes raisons, mais il y avait là quand même un petit fil rouge qu'ils avaient su créer. Et quand la Fondation nous a proposé de faire l'exposition sur Pascal, j'ai donc ramené Pascal, qui connaissait bien le lieu, sur le lieu potentiel du crime, et il m'a dit « Ah non, Laurent, je ne rentre pas. Voilà, l'expo est là. » Je dis, ah bon? Bah oui, on va exposer tout simplement ce qu'il y a dehors. Je vais fermer la porte, on ira au bout du square, on fera des rencontres qui n'avaient pas le talent de celles que nous ont décrites tout à l'heure Marc, mais au fond, j'amènerai les gens voir le square Récamier, j'expliquerai les plantes. Pour celles et ceux qui seront le plus proches, je les emmènerai dans mon appartement au square Edmond-Rostand, et puis voilà, ça sera fait. Je dis, bah écoute, c'est parfait, au moins, l'exposition rondement menée, voilà, mais bon, peut-être essayons d'aller un peu de l'avant, mais c'est ce qu'on a essayé de bâtir. Alors, j'aurais aimé le faire sous forme performative, puisque finalement, j'essayais dans mon titre de dire un petit peu des éventuels liens que pouvait avoir Pascal avec le monde de l'art, parce que évidemment, il se définissait tout sauf un artiste. Mais au fond, peut-être quand même, et j'espère que des expositions nombreuses, mais peu importe les expositions, c'est surtout la folie des créations qu'on a vues ce matin, nous pousse tout simplement à dire qu'on a la chance d'habiter dans un pays où on est dans une génération extraordinaire de créateurs que le monde entier nous envie. Il serait bon que quelques institutions ne l'oublient pas totalement, parce que, certes, conserver la mémoire de ces génies est difficile, mais on peut quand même commencer. Je pense notamment, contrairement à la maison qui nous accueille aujourd'hui, une institution du bout de la rue qui s'intéresse un peu à la création du XXe et du XXIe siècle. À ma connaissance, je crois qu'ils n'ont toujours pas collectionné leur premier croquis de paysagiste. Il faudra peut-être leur expliquer que c'est aussi un art qui existe, indépendamment de la potentielle existence d'Orthésie. Bon, il est vrai que j'avais tenté de leur expliquer que la bande dessinée était un art, m'avait expliqué que grosso modo c'était pas encore tout à fait ça. Il m'a fallu 6 ans pour leur convaincre qu'une planche de bande dessinée, et depuis je crois qu'il n'y en a qu'une dans la collection, donc il faudra peut-être se battre là encore pour ouvrir quelques portes, mais là encore Monique mène ce combat et je pense que nous serons à ses côtés, parce que je crois que c'est un combat où il y a encore quelques chemins à parcourir. Et donc, l'exposition permet d'aller de l'avant, et donc on franchit la porte, et tout de suite Pascal a dit, bah, moi je veux occuper l'ensemble. Et donc, je vous le disais, je voulais le faire sous mode performatif, j'aimerais presque me taire, vite, et vous montrer que les images, mais sous forme de clin d'œil, je vais peut-être vous montrer les images. Peut-être certains d'entre vous n'avaient pas vu cette exposition dont on fête le 10e anniversaire. C'est une petite exposition sur environ 300 mètres carrés et 3 niveaux. Et le ponctuer, ce petit parcours d'anecdotes, en tenant le timing. Et je cherche, parce que toute l'idée de cette petite présentation, c'est d'introduire le créateur de la matinée, c'est Jean-Pierre. Où est-il, Jean-Pierre? Ah, Jean-Pierre, je ne vous vois pas. Tenez-vous prêt, cher Jean-Pierre, nous vous attendons. Hein, voilà, la place est prête. Donc à 12h29, vous me faites un petit signe, parce que les estomacs ont encore plus de gargouillis. Pascal me dit, bah, tout de suite, vous savez qu'à l'espace Electra, il y a un sous-sol, je veux y être. Et à l'époque, ça avait peut-être moins de force commerciale qu'aujourd'hui. Vous savez, ces espèces de briques de plastique noir qu'on perce de quelques coups de couteau, et hop, les champignons apparaissent. Et donc, tout de suite, il a convaincu les personnes de l'espace Electra. On va faire une petite installation ici de ces briques noires, sans vraiment dire d'ailleurs ce que c'était. Vous inquiétez pas, comme souvent le faisait Pascal avec son côté persuasion immédiate, il n'y aura aucun souci. Non, il n'y a eu aucun souci. Les champignons sont apparus. Et puis évidemment, les champignons, là je parle sous le contrôle de Marc, ont ces spores. Voilà. Et c'est pas du tout gênant. En fait, ça a tout simplement foutu en l'air le système électrique et les vidéoprojecteurs de l'ensemble de l'espace. Voilà. Mais c'était tout de suite là une idée de Pascal qui a amené un petit peu d'esthétique, hein, quand même, rien de plus beau que ça. Cette horreur industrielle champignonnière, puisqu'au fond c'est un petit reliquat, mais amène un peu de beauté ready-made. Et dans la salle d'à côté, il y avait un espace, je crois, d'un lieu dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et je voudrais juste vous montrer cette image de la maquette. C'est le Jardin des Énergies de Cattenom, et vous voyez en fond
cette superbe image de centrale nucléaire, vous reconnaissez là tout le génie de l'antithèse de Pascal. Il me dit « Ah, surtout, tu ne dis rien aux gens de la Fondation Electra, j'ai une petite surprise pour eux. » Je dis « Ah bon ?»« Oui, je vais leur montrer un jardin que je n'ai pas pu achever. » Je dis « Ah bon, mais lequel ?»« Oh, tu verras, c'est une petite maquette, et puis on brochera quelques images. » Bon, je dis « Ah bah très bien. » Voilà, ce fut la surprise. Donc vous avez compris la petite surprise. Bon, il a fallu un petit moment de négociation, juste exposé au cœur de la Fondation financée par, c'est pas exactement vrai, puisque c'est pas comme ça que s'est passé le processus, mais grosso modo, le maître d'ouvrage qui avait commandé le jardin, mais qui ne l'avait peut-être pas défendu jusqu'au bout, puisque comme vous le savez, le jardin des énergies n'a pas pu voir le jour. J'y ai vu comme un clin d'œil, et la Fondation a joué le jeu, et tant mieux. Et surtout, je voudrais insister, parce que lorsqu'on fait une monographie, lorsqu'on fait une rétrospective, on peut avoir, pas toujours, mais une petite tendance à la géographie, ou laisser de côté des parts d'ombre. Là, Pascal, et je crois que ça aussi, ça a été souligné ce matin, il n'y a rien à cacher. Il voulait aussi montrer que l'échec faisait partie du processus de la vie d'un jardinier, qu'un jardin pouvait mourir. Et je crois qu'on aurait eu un petit espace ou un grand espace, peu importe, mais dédié dès le départ une salle, un projet inabouti, je pense que ça reflète beaucoup de son esprit et sa personnalité. À l'étage de plein pied, en fait, quand vous montez, comme une sorte de clin d'œil, annonçant la publication peut-être à venir, il a souhaité dès le départ faire une promenade, au fond, dans l'ensemble de ses créations, sur deux types d'écrans. Les premiers que vous voyez au premier plan, avec son fameux format panoramique de cet appareil photo qui était souvent avec lui, qui souhaitait pour lui comme une sorte de symbole du regard, c'est-à-dire qu'il avait cherché la focale la plus proche de ce qui ressemble à notre propre champ de vision. On avait là une sorte de fabuleux panorama, j'allais dire au fond un petit écho de la folie de Monceau, comme si tous les temps et tous les lieux pouvaient être dans un seul moment rassemblés, dans un seul espace, une hétérotopie chère à Monique et à Michel Foucault. Et juste derrière, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci plus de plein pied, on avait la possibilité de pénétrer dans le jardin, puisque vous voyez que les écrans allaient jusqu'au sol, avec un rythme très lent, et ça, c'est évidemment très important pour Pascal. Voilà, je vous glisse quelques images, évidemment, d'une manière beaucoup moins sublime qu'on l'a vu ce matin, mais qui vous donne une idée de la diversité de cette promenade, mêlant œuvres évidemment achevées, chantier, et puis au fond de cet espace, voilà, une sorte de mini-rétrospective de Pascal, il avait repéré, comme toujours, pareil, il avait arpenté l'espace de la Fondation, un endroit où, comme on le fait souvent dans un espace d'exposition, on avait masqué la lumière naturelle. Tout à l'heure, Elsa a rappelé que M. Stinko avait rénové la Galerie nationale du jeu de paume. Ce qu'elle n'a pas rappelé, c'est qu'on a claqué des millions d'euros pour créer une galerie nationale avec de la lumière naturelle, et parfois l'État, dans sa grande bonté, l'a transformée en lieu pour la photographie, ce qui est moins compatible avec la lumière naturelle. Voilà. Là, c'est pareil, à l'espace Electra, il y avait un espace où il y avait de la lumière naturelle, et évidemment, Pascal était tellement terrifié à l'idée de faire une exposition, tellement contraire à son envie et sa passion, il dit Laurent, il faudra quand même montrer un peu de vivant, il faudra quand même ramener la lumière naturelle. Et évidemment, on a débouché la verrière, on a amené un tout petit peu de lumière naturelle, et qu'est-ce qu'il a fait tout simplement? Il a amené de la terre du bois de Morville et quelques espèces de son jardin, sans nous prévenir un jour, et voici le résultat. Tout simple, un très modeste écho à sa création majeure, qui dialoguait dans un rapport évidemment tout simple avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire les images, dans la salle d'à côté qu'il avait voulu un petit peu sanctuariser, les images du bois de Worville avec les Gurelieder de Schoenberg, puisque ça a été rappelé souvent ce matin, évidemment, tout le goût de Pascal pour la musique ne pouvait pas disparaître complètement de cette exposition. On a parfois tendance à opposer un peu rapidement boîte noire et cube blanc dans le monde muséal, et je crois que Pascal avait cela à l'idée quand on quittait cette salle
du bois de Morville. Hervé l'a montré à la fin de sa présentation. On accédait à la dernière salle, le deuxième étage, où on avait la lumière naturelle vraiment foisonnante. Et là, je ne peux pas imaginer que Pascal n'avait pas l'idée de faire comme une sorte de contrepoint, au fond, de l'exposition de Patrick Blanc, une sorte d'antithèse. On connaît son goût pour les Floralie et Chaumont-sur-Loire. Je crois que parmi les modèles que Pascal pouvait détester, il y avait évidemment cela, et donc il était hors de question que dans le monde du musée réapparaisse un potentiel amour pour ces recompositions florales artificielles pour une saison, même s'il a pu être très proche à un moment du créateur de Chaumont, mais justement il y a eu divergence de points de vue. Et là, j'y vois finalement un hommage ready-made, tout simplement. Il a cherché à amener un morceau de forêt d'Île-de-France composé de divers sujets, en respectant, bien sûr, on n'a pas tué des arbres pour les implanter l'espace d'une exposition, mais comme une sorte, évidemment, d'écho, comme un anti-jardin de Chaumont-sur-Loire. On a là des magnifiques moments où c'est, comme Monique l'a rappelé, la magie du titre, qui est un clin d'œil au texte de Francis Allais, qui était la figure qui évidemment avait permis cette salle, puisque Francis, dans le texte que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage Itinéraire d'un jardinier, insiste sur le fait que peut-être il y a un système foliaire au niveau racinaire. Et donc on retrouve là le noyer, en centrale de cet espace, appartenant à son ami Louis, et puis tout le jeu des différents espèces végétales avec des systèmes racinaires différents, voire même sans système racinaire, et au centre, en majesté, au fond, une sorte, là aussi, de sanctuarisation et de révélation, puisque, comme Hervé l'a rappelé, ce sont ces saules à disques dont le temps, sur plusieurs années, a permis la création d'une sorte de sculpture de deux moments, mais évidemment, le visiteur déjà peut avoir un accès difficile au Marais de l'Archamp, mais n'a pas forcément la révélation du double disque, puisque par définition, il y en a une partie qui reste immergée. Et on a donc là ce magnifique ready-made au centre de l'exposition. J'ai fait quelques expositions dans ma vie, et il y a toujours une dialectique subtile avec le catalogue. Georges-Henri Rivière, par exemple, avec peut-être l'idée que Pascal se serait bien entendu avec lui, détestait les catalogues sur les murs. Et donc on cherche toujours l'osmose, le moment entre une publication et une exposition, sans que l'un soit le modeste reflet de l'autre. Et avec Pascal, on pouvait s'attendre évidemment, là encore, à une surprise. La surprise fut évidente, c'est que le catalogue n'est jamais sorti au moment de l'exposition. C'était impossible. Il fallait redonner du temps au temps, redonner de l'énergie. Michel pourra peut-être témoigner de ce moment. Un petit clin d'œil à Xavier dans une dialectique harmonieuse, on va dire, a pu trouver finalement ce moment de génie qui est de mettre en valeur tout simplement ce qui avait peut-être été pas suffisamment regardé, c'est le fond photographique de Pascal et ces images panoramiques que j'évoquais il y a 5 secondes. Et aujourd'hui, comme un petit clin d'œil, puisque nous sommes à Paris, je vous remontre les images, d'ailleurs souvent de personnes amies qui avaient accepté que leur jardin soit reproduit dans l'ouvrage. Je les feuillette avec vous, avec cette maquette extraordinaire de 6 doubles pages. Et évidemment, le petit clin d'œil à l'endroit évoqué tout à l'heure avec brio du jardin des Tuileries. Il fallait réfléchir à une couverture. Comme vous le savez, c'est le bois de Morville qui a été trouvé. Je vous montre ici la double page qui montre cette perspective qu'Hervé a décrite. Au fond, pour moi, elle reste un peu mystérieuse. Je pense que Pascal a raison de dire qu'il n'était pas un artiste. Je serais tenté de reprendre avec d'autres, évidemment, la magnifique expression de jardiniste. Mais je pense que Pascal, comme d'autres, a aimé l'art minimal, a aimé le land art, mais on est toujours à la recherche d'une adaptation française de ces deux grands mouvements.
et je pense qu'on peut toujours chercher, c'est une quête impossible. Mais je crois que dans la perspective de Morville, on a une des rares grandes œuvres de land art à la française, un des rares moments où terre, eau, ciel se confondent, et on le voit notamment dans l'image de gauche, celle du milieu, où quand il y a, grâce au climat rarement brumeux en Normandie, mais ce moment d'alliance où on ne sait plus, de la même manière que sur l'image de droite ou celle du haut, où on ne sait pas comment ce triangle de mer tient en suspension grâce à l'élagage tous les jours, ce renversement qu'on ne voit que quand, dans 2-3 œuvres majeures, évidemment en faisant une antithèse historique, le tapis vert de la grande perspective versaillaise m'y fait penser. Je pense qu'on a là 2 moments majeurs de l'histoire de l'art des jardins. Je pense que Pascal détesterait qu'on le qualifie d'artiste, mais je crois que là, et j'espère que ce lieu sera toujours préservé dans sa magie de cette perspective, dans ce questionnement de l'horizon normand dont on a vu dans le magnifique petit film combien au bout, là-bas, de cette perspective, il y a tant de violence. Voilà. L'anastomose, paraît-il, Marc me l'a rappelé à l'intermède, cette association des contraires, c'est-à-dire quand 2 sujets viennent tisser leur système racinaire, au fond c'est peut-être le mot qui me viendrait à l'esprit pour qualifier ce qu'a souhaité Pascal, l'alliance des contraires, et donc cette recherche d'un lieu muséal pour abriter l'histoire de l'art des jardins est une quête sans fin. Monique a marqué un grand pas avec le musée des arts décoratifs, vous savez, tout le travail qu'elle a mené sur Monsieur de Ganay, sur le fond du chêne. Et en guise de petite conclusion de cette présentation, non pas de scoop ou de teaser, mais j'ai eu une petite discussion récemment avec les responsables du musée des arts décoratifs qui ont l'air intéressés, et je pense qu'avec le travail que développe Emmanuel, ou quand on voit la magnifique exposition sur Israël Sylvestre en ce moment au musée du Louvre, on parle un peu trop de Delacroix. Peut-être qu'il faut parler aussi de l'étage, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit cet ensemble de dessins qui finalement n'a pas été montré quasiment depuis sa création. Il n'y a pas tant de lieux dans le monde des musées, comme je disais, où on montre ces créations de jardin, et je crois que le musée des arts décoratifs serait peut-être intéressé à accueillir les archives de Pascal et de dédier un espace d'exposition permanent pour le monde des créateurs, de paysagistes. Voilà, je ne sais pas si c'est une petite graine de cette matinée, mais je trouve que c'est peut-être une petite piste qui fait que ces colloques qui peuvent parfois ouvrir quelques portes, nous feront rêver vers un ailleurs. Mais l'ailleurs, au fond, c'est toujours les artistes, et donc je vous propose de faire une salve d'applaudissements, puisque je crois, Monique, c'est moi qui dois dire un petit mot sur Jean-Pierre. Voilà, cher Jean-Pierre, si vous voulez bien me rejoindre pour que je puisse m'éclipser à la Pascal et nous parler au fond de ce que vous êtes au départ, un immense jardinier. Merci à vous tous.